Bienvenue pour celles et ceux qui rejoignent ces portes ouvertes numériques de Mediapart toute la journée. Notre site est en accès libre et vous pouvez débattre avec l'équipe et découvrir et visiter de la cave au grenier 13 ans d'un journal indépendant. Alors c'est maintenant le moment de l'avant-dernier débat. Après, il y aura un documentaire, une émission en studio et une spéciale de notre émission quotidienne à l'air libre. Donc, ce n'est pas du tout fini. Et pendant ce temps-là, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez profiter d'une offre d'abonnement cadeau, 6 mois, 20 euros. Alors, cet avant-dernier débat, c'est le Mediapart de demain. L'idée, c'est de découvrir les coulisses de ce journal et évidemment ce qui n'apparaît pas toujours. Vous voyez des articles, vous voyez des signatures de journalistes, mais à Mediapart, où il y a plus de 115 salariés aujourd'hui, seulement la moitié sont des journalistes. Il y a toutes sortes d'autres métiers, vous en avez vu sur les communautés, vous en verrez tout à l'heure d'autres par rapport à la gestion de Mediapart. Il y a le service qui s'occupe des abonnés, qui est basé à Poitiers, et il y a une équipe marketing aussi, c'est toutes les newsletters que vous recevez notamment, il et elles surtout sont derrière. Et puis il y a une grosse équipe technique, technique étant un mot générique, mais pour dire tous les métiers qui font que ça tient. Derrière tous ces écrans, il y a des compétences, il y a des informaticiens, etc. Et donc, pour ce Mediapart de demain, vous allez découvrir deux membres éminents de cette équipe technique qui est dirigée par Olivier Grange-Labat, qui sont Maria Free, qui est là, et Audrey Williamson, qui est là, je les vois toutes les deux côte à côte, et qui sont, avec Stéphane Aliès, qui est co-directeur éditorial avec Karine Plutot, donc qui anime et dirige la rédaction de Mediapart. Audrey et Maria sont ce qu'on appelle dans notre métier des PM, des Product Managers, des managers de produits. Alors, avant de découvrir ce qu'elles font pour préparer le Mediapart de demain et connaître, pas tout à fait tous les secrets, mais un petit peu de ce que sera Mediapart demain, peut-être que Audrey et Maria, vous pourriez expliquer ce qu'est ce métier que, pour les plus anciens, nous avons dû découvrir, apprendre et comprendre. Qui veut commencer? Audrey, Maria? Audrey? Ok, ben, je peux commencer si vous voulez. Effectivement, le terme de product manager surprend souvent parce qu'il est anglais et que c'est un peu bizarre d'avoir un métier avec un nom anglais. C'est pas vraiment par snobisme qu'on utilise ce terme, c'est puisqu'il est né, enfin il a été inventé par des entreprises anglo-saxonnes, donc on hérite un peu de ce terme. En français, il y a un intitulé qui est assez proche, qui est chef de projet, qui pourrait être proche, mais qui est un peu différent. En fait, c'est pas tout à fait le même métier, puisqu'un chef de projet recueille des besoins et regarde comment organiser le travail pour que le projet soit livré dans les temps, on va dire. Alors qu'un product manager va recueillir les besoins, mais les interroger aussi, se demander pourquoi faire ça maintenant plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce que cette fonctionnalité va résoudre pour l'utilisateur? Qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? Quel objectif on poursuit? Donc voilà, c'est un petit peu différent. Donc on ne peut pas le traduire par chef de projet. On pourrait peut-être le traduire par chef de produit, mais en fait en français, chef de produit, ça a une connotation plus marketing et c'est pas non plus notre métier. Donc pour le moment, on n'a pas trouvé mieux que de conserver l'anglais. Alors, du coup, Maria va poursuivre parce que tu peux peut-être expliquer, du coup, derrière ces mots, ça veut dire que, en fait, vous êtes à l'intérieur de Mediapart des ponts. Vous faites des liens entre d'autres métiers et vous faites dialoguer différents métiers pour aboutir, et après, on parlera des projets. Effectivement, c'est exactement ça. Donc, en résumé un petit peu de ce qu'a dit Audrey, donc nous ne sommes pas uniquement là pour livrer des fonctionnalités ou des demandes qui nous sont faites, c'est plutôt effectivement de questionner à la fois les problèmes rencontrés par les utilisateurs, par les lecteurs, par les lectrices, et aussi des objectifs que l'on s'est tous fixés ensemble. Donc,
voilà, à Mediapart, on travaille vraiment tout service confondu. Donc, ce sont vraiment des objectifs qu'on se fixe tous ensemble. Et par contre, nous ne sommes vraiment pas du tout seuls à travailler, à concevoir ces produits numériques. Déjà, au sein du service technique, donc il y a des graphistes et aussi des développeurs et des développeuses qui nous aident à la fois dans ces questionnements et dans ces développements, mais nous travaillons à la fois avec la rédaction, avec le marketing, avec la communication, aussi par exemple avec le service abonné qui se trouve à Poitiers. Donc on travaille vraiment avec tous les services et on essaye de questionner les problématiques rencontrées aussi par tous ces services-là et de voir comment est-ce qu'elles participent à faire de Mediapart ce qu'il est actuellement et ce qu'il sera demain. Tu as raison de le souligner parce que derrière, je veux dire, cette partie, je dirais, invisible pour ceux qui nous lisent de Mediapart, il y a toutes les questions, y compris les questions de sécurité du site, les questions de stabilité, les questions de comment on gère notre base commerciale, les abonnés et évidemment toutes sortes de compétences qui se rejoignent. Alors avant d'interroger Stéphane sur les projets, et ce qui a été fait déjà, parce que beaucoup de choses ont été faites cette année, éditoriaux et de la rédaction. Et il y a déjà deux questions pile poil au cœur du sujet pour vous deux. Julien, le site est un peu vieillot, des projets à ce sujet. Et Jean M, quels sont les projets techniques sur lesquels vous travaillez, sachant qu'ici, la technique est imbriquée à l'éditorial. Alors, c'est l'occasion de dire ce sur quoi vous travaillez, sachant que Mediapart est aussi bien sur ordinateur, sur tablette, sur mobile, avec aussi une application mobile, avec évidemment ce que l'on trouve sur son ordinateur ou ce qu'on appelle en format responsive. Bref, l'une et l'autre, sur quoi vous travaillez et sur quoi vous nous faites travailler et avec quelle méthode, puisque vous parliez des liens à faire avec aussi bien les usagers que l'équipe elle-même. Audrey, tu commences pour dire... Oui, alors je peux commencer pour la partie mobile. Donc, avec l'équipe qui travaille sur l'application mobile, on est en train de refaire cette application. Donc on a commencé déjà il y a un petit moment. On l'a refait complètement techniquement parce qu'elle était assez fragile. On ne maîtrisait plus assez le code pour le faire évoluer facilement. Et en fait, c'est important de pouvoir faire évoluer cette application simplement. Et puis, on l'a fait évoluer aussi d'un point de vue visuel. On a revu son style, on va dire, et l'organisation de son interface. Aujourd'hui, elle est déjà visible par 20% des utilisateurs, des lecteurs et lectrices. Et on espère l'ouvrir complètement en début d'année prochaine. Alors, Maria, à ton tour, et sachant qu'il y a une question qui concerne ce que tu fais de bébé chou, comment faites-vous le tri entre toutes les demandes d'évolution que vous recevez? Et, dit-il, ça fait longtemps qu'on demande des évolutions dans l'organisation des commentaires et elles ne sont jamais prises en compte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne prends pas en compte tout ça? Donc, je vais peut-être effectivement répondre d'abord à la question en fait, des projets sur lesquels nous travaillons. Bien sûr. Peut-être à la première question qui évoquait un site un peu vieillot. Donc déjà, en fait, début 2021, beaucoup de nos lecteurs l'ont certainement vu. Donc, il y a eu un projet de refonte des newsletters de Mediapart, donc sur lequel nous avons travaillé à la fois avec la rédaction et avec les équipes marketing, qui étaient vraiment à la base de ce projet. Donc, ce fut à la fois une refonte graphique, mais aussi une refonte de l'outil qui permet aux éditeurs, notamment à la rédaction, de créer ces newsletters et de sélectionner les articles qui en font partie. Et donc, pour revenir sur l'idée du site, je pense que nous en avons peut-être parlé à d'autres moments, mais donc actuellement, notre gros projet, c'est vraiment une refonte du site, en tout cas, ou des pages principales du site. L'idée n'étant pas, en fait, de juste refaire les choses parce qu'elles sont vieillottes. Le site de Mediapart, bizarrement, fonctionne très bien, donc malgré, on va dire, un côté un peu vieillot, mais il a permis à Mediapart pendant
12-13 ans, d'atteindre à la fois ses objectifs d'abonnement, à la fois de mettre en avant ses enquêtes, son côté éditorial, enfin, sa spécificité. Mais là, en tout cas, c'est une refonte qui va vraiment se concentrer sur rendre tout cela plus lisible, plus visible aussi, peut-être mettre en avant un travail qui devient comment dire, très riche, avec donc 12 ans de travail éditorial, aussi 12 ans de contenu du club. Donc l'idée, effectivement, cette refonte que l'on appelle communément à Mediapart nouvelle formule, comme un clin d'œil un petit peu à la presse papier, c'est vraiment de réorganiser Mediapart, de le rendre plus lisible, plus ergonomique, et de faire en sorte effectivement que nos lecteurs trouvent ce qu'ils viennent chercher, à Mediapart. Ce qui me permet de rebondir sur la question des commentaires. Donc nous sommes conscients que notre outil de commentaires, ou en tout cas nos commentaires, mériterait d'être mieux organisés, mais ce n'est pas, on va dire, la question qui était prioritaire pour la majorité de nos lecteurs. Ce qui était vraiment prioritaire pour une grande majorité de nos lecteurs, parce qu'on les a questionnés par des questionnaires, par des interviews utilisateurs, était vraiment cette lisibilité du site, ce côté de je ne trouve pas forcément ce que je cherche, je ne comprends pas forcément, on va dire, les fondamentaux de Mediapart. Par exemple, on s'est rendu compte que plusieurs de nos lecteurs ne comprenaient pas la notion d'édition, qui est pourtant assez fondamentale à Mediapart. Donc voilà pourquoi est-ce que, par exemple, nous ne nous lançons pas tout de suite sur des modifications dans les commentaires. Nous passons notre vie avec Audrey, et j'en parlerai aussi après, et Réginald, qui est donc l'autre product manager de Mediapart, à faire des arbitrages, à se poser vraiment la question de qu'est-ce que je développe actuellement et pourquoi, et qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur, on va dire, à Mediapart en général. Réginald, je le précise, qui lui s'occupe de la base commerciale, de la base abonnée, hein, avec une partie de l'équipe qui est basée à Montpellier. On va continuer le tour, mais dernière question pour toi, Audrey. Je crois que tu en as parlé, mais peut-être qu'il n'était pas branché. Bébé Chou demande à quand une nouvelle application mobile? Alors, est-ce que tu peux repréciser comme ce que je l'expliquais. Oui, ce que tu as expliqué tout à l'heure. Voilà. Non, c'est pas effectivement très simple à comprendre. En fait, on fait les choses petit à petit. C'est-à-dire qu'on a d'abord rencontré des lecteurs pour voir ce qui leur posait problème sur l'ancienne application. On a fait des tests avec eux. Ensuite, on leur a présenté des premières maquettes. On a testé avec eux pour voir s'ils comprenaient ce qu'on avait voulu faire. On a ajusté un petit peu. Et ensuite, on a commencé à déployer plus largement du coup, cette nouvelle application à d'abord 5% des lecteurs. Donc, on a tiré au sort. En fait, quand quelqu'un ouvre l'application, il est tiré au sort et peut-être qu'il fait partie de cet échantillon-là. Et ensuite, un peu plus tard, en juillet, on a déployé à 10%. Et puis maintenant, il y a 20% des lecteurs qui la voient aujourd'hui. Ça nous permet en fait de recueillir de plus en plus d'avis et de voir s'il n'y a pas de problème dans ce qu'on a imaginé, de voir si on est tombé juste en fait. Est-ce qu'on a résolu les problèmes que les lecteurs nous avaient remontés? Est-ce qu'on n'a pas trop bousculé aussi leurs habitudes? Et donc voilà, une fois qu'on aura fait ces petits ajustements et qu'on s'assurera que tout va bien, on déploiera à tout le monde. Donc là, on est un petit peu dans la dernière phase et on espère déployer effectivement en début d'année 2021. Ce qui répond à une question de Marion, est-ce que vous sollicitez des lecteurs pour refaire l'application ou le site? Et c'est évidemment ce croisement entre ce que on appelle dans notre jargon l'expérience usagée, hein, et puis nos propres choix éditoriaux. Hein. Maria le rappelait, il y a une culture particulière à Mediapart, les 3 éditions, il y a un écosystème éditorial, et en tout cas Marion, retenez-le, elle est prête à participer pour refaire l'application ou le site. Donc Stéphane, je parlais de notre écosystème éditorial, donc avec Karine, vous menez la rédaction de Mediapart depuis bientôt 3 ans, ça va faire vos 3 ans en début 21, ne prends pas l'air fatigué, hein, tu as encore beaucoup d'énergie, je rigole, et ça fait 3 ans que vous menez en tandem paritaire la rédaction. Est-ce que tu peux dire un petit peu, au fond, qu'il s'agit du Mediapart de demain? Déjà, il y a beaucoup de choses qui préparent ce demain qui ont été faites cette année, avec pas mal d'embauches. On vient de terminer l'élaboration du budget, on commence à réfléchir à un prochain plan stratégique. Enfin, comment on prépare et comment on avance et comment tu vois ça du point de vue de la rédaction? On n'a pas ton micro, il faut que tu branches ton micro, je crois.
Nous avons un problème de son avec Stéphane. Stéphane, es-tu là? Moi, je n'entends pas Stéphane. Est-ce que Audrey et Maria, vous l'entendez? Non, vous ne l'entendez pas non plus. Stéphane, on ne t'entend pas. On a un petit souci. Je ne sais pas qui peut te le régler là. Donc, le temps que ce soit réglé là, bon, il y a allô, 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 la Terre. Bon, voilà. Attention, il y a un homme masqué qui vient te régler ton souci. Bon. Pendant ce temps-là, peut-être que Audrey et Maria, en faisant parler pour toute l'équipe technique, on nous demande quelles attentions particulières sont portées à l'hébergement et à la sécurité de nos serveurs. Enfin, voilà, alors sans dévoiler des secrets, hein, parce que tous ceux qui voudraient... Bon, c'est blindé en clair, hein, c'est sûr. Alors, je veux bien répondre un petit peu. En fait, Maria et moi ne sommes pas du tout développeuses et nos compétences techniques, vraiment, c'est pas notre rôle au sein de l'équipe, donc on va avoir du mal à répondre sur des questions très précises comme ça sur l'hébergement et la sécurité. Mais effectivement, il y a une équipe dédiée qui travaille sérieusement et voilà, qui pourra répondre peut-être par écrit dans le chat plus précisément. Enfin, sauf Maria, si tu veux compléter peut-être. Équipe qui va même être renforcée prochainement. Vas-y, Maria. Non, effectivement, je réponds à la même chose qu'Audrey. Donc on a moi, ce que je voulais peut-être rassurer sur, pas tant sur l'hébergement, mais plus sur la partie sécurité de nos données. Donc, je pense que parmi les médias français, nous sommes l'un des médias qui font le plus attention à cela. Et donc, nous avons Christelle qui est notre responsable RGPD, en plus d'être notre responsable sécurité, qui prend tout cela très au sérieux. Le règlement sur la protection des données, hein, pas la personne. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des choses qui, en tout cas, qui nous tiennent à cœur à Mediapart et auxquelles on fait très attention. Maria et Audrey, je le dis pour celles et ceux qui découvrent, hein, Maria et Audrey ont elles-mêmes travaillé dans d'autres médias auparavant, l'une au groupe Le Monde, l'autre au Parisien, et que peuvent faire la comparaison, hein, puisqu'il y a des expériences professionnelles qui accompagnent ceux qui s'inventent à Mediapart, sachant que Mediapart, on essaye vraiment d'avoir une culture interne de la technique pendant que Stéphane essaye de nous entendre ou de pouvoir, je continue à expliquer. Par exemple, on se moque beaucoup de nos débuts. Au début, quand on a créé Mediapart, il y avait 25 journalistes, une gestionnaire et un seul informaticien. Hein, et on sous-traitait et on n'avait pas cette culture de la compétence interne et que l'on développe. On me demande si nous recherchons des spécialistes d'expérience utilisateur, des UX designers. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question précise Non? Si, on peut répondre. Oui. En fait, l'UX design donc, comporte beaucoup de facettes. Mais il y a une des facettes qu'on assure avec Maria, qui est l'animation d'ateliers, les tests utilisateurs aussi, la partie recherche utilisateur, donc comprendre l'expérience de l'utilisateur et essayer de l'améliorer. Il y a une partie plus visuelle qui fait partie aussi de l'expérience qui est assurée plutôt par des graphistes. Et donc on a Simon actuellement qui a rejoint Mediapart pour nous aider sur cette partie-là. Et on a eu un graphiste qui s'appelle aussi Takumi qui nous a beaucoup aidé sur l'application mobile. Voilà, donc actuellement, aujourd'hui, on ne cherche pas d'autres personnes sur cette partie-là, mais ça pourrait très bien arriver à l'avenir. Donc n'hésitez pas du tout à nous faire part de vos candidatures si vous le souhaitez. Stéphane, tu es reconnecté avec Houston, ça va? Absolument, Edoui, absolument, je suis reconnecté. Bon, alors, donc, est-ce que tu te souviens de ma question? Je n'ai pas non, mais comme je me souviens de ma réponse, c'est pas très grave. Voilà, tout va bien. Non, en gros, pour faire un premier bilan et avant d'ouvrir quelques perspectives et pour faire le pont, en gros, avec ce qu'ont dit brillamment Audrey et Maria avant moi,
on s'inscrit en fait depuis 2 ans dans une logique d'élargir à la fois l'audience et l'accessibilité de Mediapart. Ça veut dire que sur la forme, c'est être plus présent, et c'est le sens du travail d'Audrey et Maria sur les divers formats, les divers supports, pouvoir être lu via les newsletters, pouvoir être lu via une application mobile, pouvoir être lu via son téléphone, mais aussi des diversifier les formats, qu'ils soient vidéo, audio ou data, des nouvelles écritures, histoire de toucher un public toujours plus nombreux. Pour cela, et pour répondre à ta question qui était un petit peu faire le bilan de l'année aussi, on se réorganise. L'idée, c'était d'arriver, et donc ça a été atteint, et on s'en félicite tous, à 200 000 abonnés, et maintenant de voir un peu plus loin, et donc de pouvoir permettre une offre rédactionnelle, une offre éditoriale qui puisse toujours convaincre de nouveaux lecteurs de faire le choix de l'indépendance et de Mediapart et du journalisme indépendant. Ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé sur le renouvellement de notre rédac, car même si on est plutôt d'une moyenne d'âge assez correcte ou médiane par rapport au reste de la profession, on vieillit vite dans ce métier, et il est très important que de plus jeunes que nous préparent notre suite. Donc on a un petit peu essayé d'ouvrir des nouveaux champs d'information allant de pair avec ce renouvellement de la rédac. Vous avez pu voir auparavant, par exemple, Khadija Zerwali, qui est un peu notre Benjamin, qui va travailler sur la question de jeunesse, qui était jusque-là absente. On veut en fait développer des nouveaux champs et renforcer nos points forts. Nos points forts, on les connaît, c'est l'enquête, c'est la politique, c'est le social. C'est de plus en plus, en tout cas, on a beaucoup développé ça ces dernières années, l'international. Mais c'est par exemple maintenant se porter plus sur ce qu'on appelle en journalisme, sur une rubrique société, sur un petit peu les grands débats de société sur lesquels on est présent par l'enquête, par le reportage, mais on veut monter davantage en puissance, donc un petit peu renforcer ce cadre-là, ce pôle-là, et renforcer effectivement nos points forts. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement procédé à pas mal d'embauches dans la foulée des bons résultats et du nombre d'abonnements en hausse, et donc ont pu nous rejoindre depuis quelques mois, et c'est un vrai plaisir de tous les jours, parce qu'ils apportent énormément à la rédac et permettent le renouvellement du traitement de tous ces points forts et des nouveaux à venir. Nous ont rejoint Ilyes Ramdani à la politique, Nejma Brahim pour suivre les questions de migration, Caroline Coq-Chaudor sur les questions de santé, Camille Polony est avec nous sur les questions de discrimination. On a développé aussi beaucoup de formats vidéo avec maintenant l'émission d'À l'air libre. On en a déjà parlé, et puis vous aurez une spéciale À l'air libre, portes ouvertes ce soir à partir de 19h. Mais qui a aussi, on a créé une équipe un peu dédiée pour pouvoir faire une émission qui puisse donner à entendre un petit peu ce nouveau monde, le monde du futur, les nouveaux acteurs qui j'espère feront bouger la société comme nous on essaye de faire bouger le journalisme. Parmi, tu citais les personnes qui nous rejoignent, il y a eu aussi Justine Brabant sur les questions militaires et stratégiques. Je dis au passage, ça a été un peu rendu public hier, que David Perrotin, qui est l'auteur du scoop sur Michel Zecler, rejoint Mediapart dans quelques jours aussi. Il y avait une question, tu as parlé d'À l'air libre, et ça a été vraiment une des inventions de cette année, faite dans le contexte du premier confinement. On en parlera évidemment avec l'équipe d'À l'air libre tout à l'heure à 19h, mais ça a été une invention qui raconte le tâtonnement. Mediapart cherchait sa réponse un peu audiovisuelle, mais il y a un autre volet, et je sais que toi tu y es très attaché, c'est Bernard qui pose la question, qui demande est-ce qu'on a l'intention de développer le data journalisme, et si oui, par quels moyens, embauche, enquête collaborative, projet particulier. Il ajoute merci et bravo à toute l'équipe. Alors, le data journalisme. Bernard pour cette question. Oui, ça fait partie de nos plans à
moyen terme. On a déjà quelques belles réussites coordonnées notamment par Donatien Huet, et je pense à tout le travail qu'on a fait avec Dave Duff et ses équipes. David Dufresne, pardon, qui autour de la data visualisation des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, autrement appelé Allo Place Beauvau, et qui a été un lourd travail, que David a remis à jour plusieurs fois. Voilà, on est effectivement en pleine réflexion encore sur comment se développer, et clairement ça fait partie de nos axes de développement. C'est bien ce que je disais, voilà, sur les nouvelles écritures et les nouvelles façons de toucher un public qui aime bien que la transformation numérique s'applique aussi dans tous les champs d'information, et donc c'est une façon aussi d'aller chercher ce nouveau public. J'ai une question à la fois pour vous deux, mais pour Maria, parce que je sais que tu travailles dessus. À quand une nouvelle forme visuelle pour la mise en page des articles? Je pense notamment aux photos des articles qui sont mal mises en valeur, à part sur les panoramiques. Le pseudonyme, c'est Mediapart Fan, donc il connaît bien. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais d'une refonte du site. Donc là, actuellement, il y a une version du billet de blog, non pas de la page article, qui est ouverte à 1% de notre audience qui peut l'avoir. Et la prochaine étape sera donc notre page article. Donc nous y travaillons, nous espérons la mettre en ligne prochainement. Et donc effectivement, pour répondre sur la place de l'image, ce que nous revoyons dans cette nouvelle page article, ce sont à la fois en fait même des nouveaux éléments éditoriaux qui n'existaient pas actuellement sur les articles de Mediapart, que peuvent être des exergues, des encadrés, des choses pour expliquer encore plus un article, sachant que nos articles sont souvent assez longs et assez denses. Et effectivement, Stéphane pourra compléter pour la photo. Nous espérons donc travailler encore plus sur de la photo, voire même en fait sur de l'image, faire en sorte que nos articles soient accompagnés donc d'images retravaillées sur lesquelles, de l'image qui devient presque en fait de l'illustration, qui peut se suffire d'elle-même à un paragraphe, à vraiment à quelque chose de très éditorialisé. Donc de ce que, ça ne fait pas très longtemps que je suis à Mediapart, mais si j'ai bien compris, au début, Mediapart était vraiment un média un journal, on va dire, très papier sur le numérique, donc très texte. Et petit à petit, en fait, l'image a trouvé sa place. Et donc, on espère effectivement lui donner plus de place, mais en tout cas pour servir un objectif éditorial et servir quand même une intention éditoriale. Avant de revenir, et je laisse Stéphane peut-être compléter. Oui, vas-y. Oui, je peux compléter, mais tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Non, je voulais effectivement prolonger ce que disait Maria. Il y a déjà la place de la photo n'a cessé de croître dans le site, même si effectivement on est parti plutôt sur un média très très texte en 2008, mais depuis petit à petit il s'est accompagné d'images, et donc effectivement à travers les panoramiques, comme le signale Mediapart Fan, c'est déjà un premier traitement un petit peu ambitieux et graphique de certains de nos articles ou enquêtes, mais on a aussi un travail autour de portfolios réguliers. Il y en a un par semaine qui essaye un peu de sortir des sentiers battus, de raconter des histoires un peu intéressantes autour un travail coordonné par Sophie Dufaux, qui est l'actuelle responsable un peu du studio chez nous, et qui a aussi développé le soutien aux photographes indépendants, jeunes, dans le cadre notamment de la France Vue d'ici, qui est un projet collectif qui a donné lieu à un superbe bouquin et qui a accompagné plusieurs photojournalistes dans la création de sujets documentaires racontant la France concrètement, et c'était très intéressant. On participe aussi au festival Images Singulières à Sète. Mais l'idée maintenant est d'arriver dans ce Mediapart de demain à avoir avec le visuel la même approche qu'avec la vidéo ou nos contenus écrits,
c'est-à-dire être plus encore indépendant et exclusif dans ce traitement-là. On veut s'améliorer, mais aussi être porteur de sens sur la qualité des photos qu'on peut arriver à relayer, à mettre en avant sur le site. Et donc, ça fait partie de nos chantiers associés à la refonte de la home, effectivement, pour arriver à trouver une place encore plus intéressante et qui corresponde aussi aux mutations du métier de photojournaliste. Comment on peut accompagner ce métier-là qui souffre beaucoup, qui est encore plus que nous a des gros problèmes d'indépendance. Et donc, la réflexion, elle est aussi nourrie assez abondamment en ce moment sur le sujet. Oui. C'est très important ce que tu dis là, parce que derrière cette réflexion sur un contenu et une forme, il y avait aussi une réflexion de notre part tâtonnante sur comment sauver de la valeur dans le moment de crise que peut créer objectivement, à la fois de création et de destruction, une révolution technologique comme le numérique. Et en ce sens, l'invention des portfolios, c'est vraiment l'idée chez nous de dire on donne à nos confrères et consoeurs photographes le moyen de raconter une histoire, de pas simplement faire une photo d'illustration, mais de prendre l'ampleur d'un reportage. Et évidemment, à l'heure où tout le monde peut prendre des photos, ça permettait de donner un moyen de valorisation du travail propre du photographe, sachant, je le dis au passage, que pour les photos d'actualité, nous avons conclu un accord avec l'agence France Presse pour les photos, indépendamment des photos que nous produisons nous-mêmes. Comme certains reprennent le débat en cours de route, il y a à nouveau une demande intéressante d'ailleurs sur les commentaires. C'est ZZ qui a participé au forum sur le club et qui a appris qu'en revanche, on avait beaucoup arrangé les instruments de modération. Elle me dit, vous avez une modération des commentaires au top, mais il faut que la forme suive le fond. La page commentaire n'est pas, elle, au top, n'est pas assez moderne, n'est pas ceci, cela. Alors, tu l'as déjà dit, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas au-dessus de la pile. C'est cela. On peut résumer ça comme ça. Donc oui, effectivement. Donc c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas dit tout à l'heure, mais nous ne sommes pas une très très grande équipe en fait à la technique à Mediapart en comparaison, on va dire, avec d'autres médias ou avec d'autres entreprises numériques. Effectivement, nous devons faire des arbitrages et nous sommes conscients aussi que il y a aussi cette idée de repenser aussi nos commentaires, mais que ce soit quand même quelque chose de singulier. Il y a toujours effectivement cette idée de Mediapart de retrouver, on va dire, notre singularité même dans nos outils numériques. Et donc l'idée n'est pas juste d'aller copier-coller ce que fait le New York Times ou le Washington Post ou Le Monde ou le Figaro ou autre. L'idée, c'est aussi en fait de se poser la question de dire qu'est-ce que le débat à Mediapart, qu'est-ce que l'on veut mettre en avant, de travailler aussi conjointement avec la modération. Donc ça devient vraiment un vrai projet et non plus juste une réorganisation des commentaires ou un design des commentaires. Sachant que la particularité de Mediapart, comme tu viens de le dire, c'est qu'en plus, la liberté de commentaires à Mediapart est très large, puisqu'il n'y a pas de limitation du nombre de commentaires, de leur longueur, etc. Et donc, c'est pas un petit chantier en fait, c'est un gros chantier. C'est pas simplement faire une apparence. Stéphane, il y a une question de Louis. J'avais beaucoup aimé le podcast sur la justice. Il parle du podcast qu'avait fait Pascal Pasquariello, qui était formidable. On était à un micro au tribunal. Un micro au tribunal, à l'intérieur d'un tribunal, ce qui s'était jamais fait. Et donc, Louis demande, est-ce qu'on va en développer d'autres, comme on développe, tu l'as dit en parlant du travail de Sophie Dufaux, les documentaires, 3 documentaires par mois, les portfolios, et évidemment nos émissions, que ce soit à l'air libre ou les émissions autour des idées et de la réflexion. Alors, les podcasts.
Alors, je laisserai assez rapidement la parole à Audrey qui suit justement un petit peu le projet podcast tel qu'on l'appelle en interne. Mais oui, de fait, on tâtonne pas mal sur la question du podcast, notamment, on va pas le cacher, pour une question de modèle économique aussi. C'est qu'aujourd'hui, le podcast, c'est essentiellement financé avec la pub et c'est très difficile de trouver un modèle économique pertinent quand on est un site sur abonnement. Mais on a un petit peu fait le choix, et c'est ce qu'on avait essayé effectivement il y a 2 ans maintenant avec Pascal autour de sa série Un micro au tribunal, de développer des podcasts natives, comme on dit, c'est-à-dire qui sont des vraies créations à haute valeur ajoutée journalistique, avec l'idée d'essayer d'aller ou de raconter des endroits qui ne sont pas racontés habituellement. Donc là, c'était le premier coup, c'était obtenir les autorisations et faire les reportages au sein de tribunaux où justement les débats sont publics mais secrets. En tout cas, n'ont pas d'audience extérieure ne sont pas filmés en direct ou en direct à la radio. On va continuer, on tâtonne effectivement un peu parce que c'est pas notre métier premier. Autant c'est toujours facile pour un journaliste écrit de faire le malin devant une caméra, autant le son c'est quand même encore plus compliqué. Donc on travaille pas mal dessus. Il y a un élément au-delà des podcasts natives ou de la retranscription de nos débats vidéo en version sonore. Il y a un autre élément aussi sur lequel on aimerait avancer, c'est là où je vais progressivement arrêter de parler et passer la parole à Audrey. C'est également ce qui est assez méconnu Mediapart, qui existe depuis très longtemps, mais qui sont les articles lus par un comédien qui s'appelle Arnaud Romain. Et là-dessus, voilà, c'est assez peu visible sur Mediapart parce que depuis un moment, c'est généralement 2 à 3 articles par semaine qui sont lus, mais après leur publication. Donc la version sonore n'apparaît que pour vraiment les initiés. Bon, on travaille là-dessus. On voudrait un petit peu maximiser cette lecture d'articles parce qu'il en va un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure. C'est une volonté d'être plus accessible sous différents formats et de donner à entendre aussi l'excellent travail de la rédaction d'une autre façon que la seule lecture. Audrey, je te laisse continuer et prolonger pour répondre à nos lecteurs. Je vais revenir un peu sur ce que disait Maria aussi sur les arbitrages. C'est-à-dire que le podcast, ça fait partie des sujets un peu frustrants sur lesquels on a très envie d'améliorer la façon dont on le diffuse dans l'application et sur le site, et la façon dont on le met en avant, la façon dont on le facilite son accès. Mais c'est un sujet qu'on a un petit peu décalé pour pouvoir d'abord se consacrer à d'autres problèmes plus urgents. Mais en tout cas, on espère l'année prochaine effectivement pouvoir s'y pencher pour améliorer du coup techniquement déjà la façon dont ça se passe, dont on peut lire un podcast, dont on peut le mettre de côté, dont on peut y revenir plus tard. Alors ça peut être effectivement les podcasts de reportage, comme tu parlais, ou d'enquête. Et puis on a un peu questionné les lecteurs et il semble qu'il y ait un intérêt pour effectivement ces articles audio, des articles lus, pour pouvoir profiter des contenus Mediapart dans des circonstances où on ne peut pas lire. Donc, quand on fait autre chose, alors évidemment, on pense à des gens qui conduisent, mais dans les questionnaires, les lecteurs ont donné plein de situations où, en fait, ils aimeraient écouter Mediapart plutôt que de lire les articles. Donc, on sent qu'il y a un appétit pour ça, qu'on a envie de travailler. Maintenant, il faut qu'on trouve le temps et les moyens pour le faire. Je rajoute quand même, pour rassurer nos lecteurs en général, qu'un nouveau podcast un petit peu ambitieux est en cours de réalisation et sera disponible finalement dans pas si longtemps sur Mediapart, réalisé par l'excellentissime et qui est ma voisine en ce moment, Redja Zerwali, qui nous racontera, mais je n'en déflore pas trop, qui donnera à entendre un petit peu la jeunesse de notre pays en ces moments bien troublés. Après avoir fait un podcast sur les amours au temps du Covid. Voilà, je disais tout à l'heure que rien de ce qui est humain n'est étranger à Mediapart. Et même, voilà, comment les relations, les amours, tout ça, c'était un podcast formidable. Je rappelle à toutes celles et tous ceux qui nous découvrent que vous pouvez, jusqu'à minuit, aller visiter tout ça, entendre tout ça. En complément de ce que vient de dire Audrey, il faut dire aussi qu'on a eu récemment un petit séminaire sur... par rapport à ce mot
sur lequel tu insistais, Stéphane, d'accessibilité, sur ceux qui ont du mal à voir ou du mal à entendre, voir ceux qui n'entendent pas et voir ceux qui ne voient pas, et comment comment se poser la question que notre journal ne soit pas excluant, hein, pour ceux qui doivent vivre sans avoir la possibilité de nous entendre facilement ou de nous lire facilement. Il y a une question que je vais me tourner vers toi, Maria, qui est une question, alors là, très très présente, qui est comment est-ce qu'on envisage de distinguer plus clairement le club du journal, car certains internautes jouent de l'ambiguïté en partageant des billets de blog présentés comme des articles de Mediapart. C'est une question de Lambert. Donc effectivement, nous avons mené, on va dire, toute une enquête à la fois auprès des lecteurs et des lectrices, mais aussi en regardant les chiffres. On utilise donc conjointement avec notre équipe marketing des chiffres d'usage, et effectivement nous avons, on va dire, des objectifs assez contradictoires sur le club. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie de Mediapart. Donc, comme tu as pu le rappeler ce matin, donc Mediapart est un média participatif. Donc, en plus d'être un média à part, donc cela fait vraiment, on va dire, partie de l'âme de Mediapart. Donc, il ne s'agira pas du tout on va dire, de s'en débarrasser ou de le mettre de côté. Donc, le club sera toujours, on va dire, mis en avant. Mais nous réfléchissons effectivement à différencier peut-être un petit peu plus les articles des billets de blog, notamment au vu des chiffres que l'on a. Juste par exemple, pour donner des chiffres, nos billets de blog sont lus à 80% par des personnes non abonnées. Donc, ça ne veut pas dire que c'est juste parce que ce sont des non abonnés qu'on va, par exemple, ne pas les mettre en valeur ou ne pas les mettre en avant, mais c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a différentes, on va dire, catégories de lecteurs et de lectrices. Donc il y a des personnes qui connaissent Mediapart depuis le début, qui connaissent Mediapart très bien, qui connaissent tous les fondamentaux, on va dire, de Mediapart. Donc qui savent ce qu'est Mediapart, qui savent ce qu'est le participatif, qui savent ce qu'est un billet de blog, qui savent très bien que la modération, par exemple, des billets de blog se fait a posteriori. Donc nous sommes pour la liberté d'expression, tout le monde peut écrire, et ce n'est modéré que si ça contrevient, on va dire, à la charte de Mediapart. Mais il faut aussi se dire qu'il y a une partie de notre lectorat qui ignore tout cela. Voilà, qui se retrouve face à un billet de blog provenant d'un moteur de recherche ou d'un réseau social, qui du coup en fait ne savent même pas face à quel contenu en fait il ou elle se trouve. Et donc effectivement, nous réfléchissons. Enfin, voilà, il faut que l'on trouve la bonne équation entre les différencier, faire en sorte que ce soit quand même clair pour le lecteur et la lectrice le contenu qu'il elle ou est en train de lire, mais aussi continuer en fait à mettre en valeur le club qui vraiment est le deuxième pied, on va dire, de Mediapart, et dont l'équipe club et modération a longuement parlé ce midi. J'ai d'autres questions éditoriales pour Stéphane, mais avant cela, j'ai une question pour vous deux. C'est Bob. Il pose en fait la question de notre moteur de recherche interne. Il dit que c'est très riche, Mediapart, mais que c'est difficile de retrouver, explorer dans nos archives. Il est même parfois, dit-il, impossible de retrouver un article que l'on ait déjà lu. Y a-t-il des améliorations prévues de ce côté-là, et notamment donc celle de l'outil de recherche? Donc effectivement, dans la refonte, ce n'était pas un sujet que l'on avait prévu. On ne pensait pas qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là, mais tout comme cette personne du coup qui nous interpelle, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de lecteurs et de lectrices passaient par là pour trouver des choses. Et en fait, notre outil de recherche est plutôt, on va dire, bien fait, mais il est très complexe. C'est-à-dire, il y a énormément de filtres, il y a énormément on va dire, il faut choisir, est-ce qu'on veut un billet de blog, est-ce qu'on veut un article, est-ce qu'on veut trier par date, est-ce qu'on veut... Donc voilà, l'idée, ce serait peut-être effectivement d'y retoucher pour le simplifier, pour faire en sorte peut-être de mieux le hiérarchiser, de se dire, les gens vont par exemple d'abord essayer de chercher nos enquêtes ou nos articles les plus emblématiques, enfin, en tout cas peut-être retravailler un petit peu ce moteur de recherche, voilà, pour faire en sorte que les personnes trouvent plus facilement ce qu'elles cherchent. Après, il y a aussi la question de la refonte
Donc en fait, un des objectifs aussi de cette refonte, c'est que les personnes arrivent à trouver plus facilement ce qu'elles cherchent et pas forcément via le moteur de recherche. C'est vraiment tout réorganiser nos enquêtes, réorganiser nos dossiers, réorganiser les papiers à l'intérieur de nos dossiers. Parfois, nous avons certains dossiers qui sont très, très riches, qui sont très emblématiques de Mediapart, et pourtant, il y a 300 articles. Donc, comment se retrouver là-dedans? J'imagine qu'effectivement, pour le ou la lectrice, ce n'est pas très simple. Donc, l'idée, c'est aussi retravailler un petit peu toute cette organisation et toute cette hiérarchie de l'information au sein de Mediapart. Pour rajouter à ce que dit Maria, et parce que c'est un vieux débat, y compris en interne, sur ce moteur de recherche qui marche pas. De fait, moi, je l'utilise très souvent et il marche bien, mais il marche bien effectivement quand on connaît Mediapart sur le bout des doigts. Et de fait, vu la production tout azimut, à la fois de la rédac, mais aussi de tout l'espace participatif de tous nos blogueurs, c'est vrai qu'il est très compliqué. Il y a la masse, et quel que soit le mot-clé lancé, la masse est toujours très immense et donc c'est très compliqué de s'en dépatouiller. Mais c'est pour ça aussi que voilà, il y a la valorisation de nos contenus doit passer aussi par d'autres façons pour les lecteurs de pouvoir être touchés par nos articles. Et c'est pour ça qu'on parlait effectivement des newsletters. Là, dans l'idée, on les démultiplie, soit pour des événements bien précis qu'on a pu le faire sur la lettre America lors des élections US. Mais voilà, on va développer aussi assez prochainement une newsletter sur tous nos sujets climatiques et écologiques. Et on va essayer de montrer des thématiques. On a dit newsletter électorale, on a une newsletter hebdomadaire, une newsletter de notre émission de télé, une newsletter du club, et évidemment j'en oublie plein, on en a fait pour les européennes. Enfin voilà. Et l'idée c'est d'essayer que le lecteur de Mediapart puisse ne pas rater l'article qui l'intéresserait au maximum. Il nous reste 10 minutes, donc il y a beaucoup de questions. Hein. Donc, on va essayer de faire des réponses courtes. Stéphane, quelle place pour le dessin de presse à Mediapart? Pour l'instant, c'est un peu comme la photo, on se cherche un peu là-dessus. Elle n'est pas nulle parce qu'on a pas mal de dessinateurs et de très grande qualité dans le club, notamment. Je pense comme ça, et il y en a d'autres qui me pardonnent de ne pas les citer, mais je pense à Fred Sochard qui poste beaucoup de ses dessins dans son blog. Mais on a fait un partenariat avec la Revue Dessinée lors des dernières élections, lors de la dernière élection présidentielle, qui montrait en gros un dessin de presse tous les jours pendant les 4-5 mois de la campagne. Par ailleurs, on se décline aussi le dessin de presse, on va directement sur le support le plus à même de le sublimer, à savoir le papier, et je vous invite, puisque c'est un vrai succès de librairie, à vous procurer ou à offrir pour les fêtes notre supplément avec la Revue Dessinée intitulé « Ne parlez pas de répression » en hommage à Emmanuel Macron, et qui est un numéro exceptionnel qui décline certaines de nos enquêtes et avec plein d'autres contenus originaux, dessins et textes autour des violences policières, et qui est un vrai succès. Et bref, ça fait partie, on veut développer, par exemple pour les podcasts, nous faisons appel à des dessinateurs, on a encore un usage assez intermittent du dessin de presse, mais ça fait partie, comme pour la photo, des envies qui peuvent nous traverser, oui. Et ce numéro sur les violences policières, on va le retirer pour qu'il ne manque pas d'exemplaires pour les fêtes. C'est un superbe cadeau avec plein de fonds et voilà. Autre question. Pour ceux qui n'ont pas déjà offert un abonnement à Mediapart, ils peuvent malgré tout offrir. C'est le moment du Père Noël, hein, les cadeaux. Autre question assez précise, la place de la littérature dans Mediapart. Il y a une question j'essaye de le retrouver, de Malinalco qui dit est-ce qu'il ne faudrait pas accorder plus de place à la littérature, et notamment celle qui est soutenue par des petits éditeurs et qui sort du cadre de la rentrée littéraire. C'est peut-être l'occasion que tu précises, Stéphane, un peu celles et ceux, nos accords avec En attendant Nado, le travail de Lise, et le fait qu'il y a une place quand même de la littérature, et même on a fait appel à toute l'équipe cet été dans un feuilleton pour dire vos coups de cœur littéraires, et il n'y avait pas seulement des journalistes d'ailleurs qui ont pris la plume.
Et puis des appels assez fréquents dans le club aussi, avec par exemple l'édition participative Book Club, qui est assez nourrie en termes d'actualité littéraire. Voilà, que ce soit Antoine Perrault, que ce soit Joseph Confavreux, plus sur la partie essai, ou Lise, effectivement, sur les questions de littérature, Lise Wajman, on a quand même une couverture assez régulière et nourrie, et tous les week-ends, tous les samedis, on publie un article de notre partenaire En attendant Nado, qui donne quand même une certaine présence et couleur de notre site, enfin en tout cas un attrait indéniable pour la question de la littérature. Après, tout est affaire de mise en valeur, et peut-être un jour une newsletter spéciale littérature sur Mediapart sera envoyée à tous les lecteurs qui en feraient la demande, par exemple. Oui, absolument. Oui. Absolument. On décline aussi beaucoup d'auteurs via les émissions vidéo. Bien sûr, tout récemment encore, il y avait un dialogue entre deux écrivaines, parce que il faut souligner aussi que des particularités de notre fonctionnement, c'est que il n'y a pas de territoire fermé. Hein. Faiza traite l'éducation, mais elle est passionnée de littérature et elle fait aussi découvrir toutes sortes d'écrivains. Deux questions pour vous, Maria et Audrey. L'une liée à l'équipe technique et à vos débats internes. Alors, où est-ce que c'est Elle est partie, cette question. J'essaye de la retrouver. Voilà. Ben, je ne la retrouve pas. C'est une question qui demandait si on ne devait pas ouvrir notre code. Voilà. Et il y avait une formule assez un lieu, voilà, bon, ça y est, je ne sais pas où est, j'arrive pas à retrouver le détail de cette question. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir notre code? Et puis il y a une autre question qui est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après tout, parce que finalement on n'en a peut-être pas parlé, avez-vous des projets de format ou de section à destination des enfants, des adolescents, des collégiens ou des lycéens? Alors, comme vous, je sais que vous êtes un peu parent, moi je suis à l'âge des petits-enfants, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à la politisation par Mediapart des collégiens, adolescents et lycéens d'une autre manière? Je ne sais pas. Voilà, le code et les enfants, les adolescents et Mediapart. Le code? Oui. Audrey, tu es peut-être sur la partie code open source, je ne sais pas, je pense qu'on avait déjà répondu en fait à cette question. J'ai pas entendu la question parce que je suis déconnectée régulièrement. Ouvre ton code. Ouvre ton code. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut passer en open source? C'est ça la question. Voilà. Alors, donc c'est une question effectivement qu'on a évoquée au moment où on a commencé à refaire l'application, parce que c'est un sujet qu'on aime bien, mais qui soulève beaucoup de questions aussi sur la façon dont on développe, la façon dont on documente ce qu'on fait. Si on ouvre le code, il faudrait aussi répondre à des sollicitations. Enfin, ça nous engage d'une certaine façon, un peu différemment dans la façon dont on travaille. Donc, pour le moment, la nouvelle application, enfin, le code n'est pas open source. Il réfléchira peut-être à un moment. Enfin, voilà, c'est un sujet ouvert en tout cas. Même si le code n'est pas ouvert, le sujet est ouvert. Et sur la question des lycéens et des collégiens, on peut juste déjà signaler notre présence, alors plutôt à titre individuel, de plusieurs d'entre nous, ou à titre d'un partenariat avec le Clémy, qui enseigne un petit peu la presse à l'école, qui fait que on participe à hauteur de nos emplois du temps au maximum, voilà, à des rencontres un petit peu dans les collèges, dans les lycées, pour parler un petit peu de qu'est-ce que être journaliste, qu'est-ce que c'est que l'indépendance de la presse, voilà. N'hésitez pas, principal, directeur, maître, élèves, tous, toute la communauté éducative, vous pouvez toujours, on reçoit assez souvent aussi des classes qui viennent assister à notre conférence de rédaction et on échange avec eux derrière, on prend le temps d'avoir un échange le plus nourri possible et de répondre à toutes les questions. Voilà, n'hésitez pas à nous démarcher là-dessus, on est toujours très très bienveillant et très volontaire parce que vraiment en plus c'est
c'est nos lecteurs de demain, donc on n'a pas envie qu'ils grandissent sans Mediapart. Il y a peut-être aussi du travail fait du côté, je pense notamment à Poitiers, donc à Tiffany qui travaille sur la partie donc entreprise et collectivité, qui je pense travaille beaucoup avec des médiathèques et des bibliothèques, des lycées. Bien sûr, pour faire des abonnements collectifs, des accès libres, etc. En écho à ce que tu viens de dire, Stéphane, Claudio Meloni demande est-ce qu'on a déjà pensé à organiser des réunions de la rédaction, c'est-à-dire de notre conférence de rédaction quotidienne online, c'est-à-dire d'autres ont fait ça. Oui. Voilà. Bon. On peut le faire, mais très franchement, moi je trouve que c'est un peu démago. C'est comme dire. C'est le mot que j'aurais employé. Venez, chers lecteurs, venez nous donner vos sujets, puis on fera les sujets. Non, nous on est un journal, on assume nos choix, nos envies, on écoute nos lecteurs, on discute avec eux, ils nous donnent des infos et parfois qui vont donner lieu à de très bons papiers ou des idées de reportage, évidemment. Mais c'est quand même un journal de journalistes qui rencontre un public ou pas. Après, c'est une autre question. Mais voilà. Donc, de fait, vous pouvez venir nous voir si vous êtes lycéen ou collégien. Vous pouvez assister à nos confs de rédac. Après, je pense que c'est quand même un endroit qui est très important à Mediapart parce que c'est l'endroit premier où se délibère un petit peu l'avenir quotidien du journal, où se produit l'offre éditoriale, où elle se discute. Et on a besoin des fois de s'y dire des choses avec bienveillance mais avec franchise. Et bon, voilà, c'est un élément trop central dans la construction de Mediapart. Il faut savoir que la conférence de rédaction tous les matins à 10h30, c'est l'endroit où se retrouvent tous les journalistes, mais aussi tous les salariés qui le souhaitent et où toute prise de parole est possible. Et voilà, c'est pas une réunion de chef de service qui arrive avec un menu tout prêt. C'est vraiment tout peut se discuter tous les jours au même endroit. Pour ça, on a besoin quand même d'un minimum. C'est comme un vestiaire de foot, quoi. Il y a des choses qui doivent pas sortir du vestiaire. Je ne sais pas si je vois que Maria, comme moi, rigole sur la comparaison. Alors, ça peut être un vestiaire de foot féminin. Il ne faut pas voir le mauvais genre partout. Bon, je ne sais pas si c'était une autre question, mais quand même, avant, pour le Mediapart de demain, ça me tenait juste, juste aussi évoquer un élément très fort de ce Mediapart en construction et de demain. Et je m'en voudrais de ne pas les citer parce que c'est aussi maintenant une composante très importante de Mediapart. Ce sont nos partenaires éditoriaux, parce que Mediapart, c'est une relative réussite au niveau national, mais elle ne serait rien sans la volonté qu'on a de créer un écosystème vertueux de l'indépendance de presse qui ne soit pas que à notre seul profit. Il faut que des Mediapart, des cousins de province, comme on les appelle gentiment, affectueusement, puissent aussi se développer, parvenir à l'équilibre dans les régions, parce qu'il y a un enjeu. Nous, on a fait notre place à peu près dans ce qu'on appelle jargonneusement la PQN, la presse quotidienne nationale, mais l'enjeu de l'information locale est éminemment important en ce moment, et il faut aussi que nos copains, que ceux qui se déclinent localement avec comme modèle Mediapart, je pense à Mars Actu à Marseille qui vient d'arriver à l'équilibre, mais à d'autres qui n'y sont pas encore, tels nos copains de Mediacité, de rue 89 Strasbourg, du DOC, du Poulpe, du DOC à Montpellier, du Poulpe à Rouen. On les aide autant que faire se peut, on va continuer à les aider. Et si vous vous abonnez à Mediapart pour avoir une bonne actu, une bonne info nationale, il faut aussi penser à s'abonner à nos partenaires et à les aider, à les faire vivre, car l'indépendance de presse, c'est un mot encore plus crucial et décisif en région. On a une dizaine de partenaires, tu en as cité, il y a aussi Guya Web en Guyane, il y a Factuel le Bandiblog, évidemment, Factuel à Besançon, le Bandiblog en Seine-Saint-Denis, voilà. Et d'autres. Bien sûr, et c'est le côté réseau, c'est-à-dire être en partage, tous les consortiums d'investigation, le côté travailler avec des collectifs de journalistes. En fait, l'idée d'un journalisme collaboratif, on est participatif avec nos lecteurs et on est collaboratif avec des équipes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Alors, on arrive au moment où il va falloir passer la main au prochain débat qui est au fond une sorte de clôture. Je rappelle qu'après, il y a un documentaire, il y a Studio et il y a une spéciale à l'air libre. 13 ans, autour de 13 ans d'indépendance,
tendance. Il y a eu plein d'autres questions on répondra par écrit sur Mediapart en langue étrangère, Mediapart et l'Europe, le journalisme scientifique, la place d'Alerlink par rapport à une chaîne d'information, mais ça, on en parlera tout à l'heure. FrenchLeaks aussi, qui permet, qui est à la fois qui est une boîte aux lettres aussi sécurisée pour nous transmettre des informations, hein, et que nous n'avons pas actualisé ces dernières années, mais dont la boîte aux lettres fonctionne toujours. Bref, il y a plein d'autres questions, on complétera. Merci à tous les trois et je passe le témoin à François Bonnet, cofondateur de Mediapart, pour le prochain débat. Merci. Merci à tous.